Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 20. Salut Adrien, comment ça va? Ça va Thomas, ça va et toi? Ça va super, c'est notre anniversaire de podcast. Eh Ça, oui, ça fait 1 an que nous sommes lancés dans cette aventure de podcast. C'était Pop Tier avant, c'est désormais Pop News, mais toujours la même joie de vivre et l'envie de partager avec vous de la pop culture. Voilà, donc très heureux évidemment de vous avoir avec nous, toujours plus nombreux. Et oui. puis pour être encore plus nombreux, n'oubliez pas les likes, les follow, les commentaires, les étoiles sur les plateformes de podcast. Bon, tous les endroits où vous pouvez interagir, interagissez, parce que vous le savez, c'est comme ça qu'on va conquérir le monde. Donc n'hésitez pas, on est présent sur Facebook, sur Twitter, sur Dailymotion, sur YouTube, sur TikTok, sur Instagram. Mhm. Est-ce que j'en ai oublié? Je crois pas. TikTok, tu l'as dit? Ouais, je crois que j'ai dit TikTok. Alors important TikTok, on est quasiment à 1000 abonnés au moment où on enregistre ce podcast. Et 1000 abonnés, c'est quand même un palier. On est content parce que certes on est boomer, mais on est sur TikTok et on arrive à intéresser des gens sur cette plateforme. Ça nous rend fiers. Les boomers sur TikTok, c'est quand même quelque chose. Je crois qu'on a pourri TikTok avec notre présence, un petit peu à la manière de quand nos parents sont arrivés sur Facebook et qu'ils ont tout cassé et on est tous partis en fait de cette plateforme. Bon, on a évidemment une grosse émission pour vous ce soir, puisqu'au menu de la semaine, tout simplement, les brèves. Le point box-office d'Adrien, la grosse discussion autour de potentiellement qu'est-ce qui aurait pu se passer dans le MCU si les acteurs avaient été différents, puisqu'il y a eu beaucoup de possibilités qui avaient été proposées, tout simplement. Vous êtes pas prêts pour les noms qui vont sortir. Ouais, énormément de trucs qui sont très surprenants. Le radar des sorties pour savoir évidemment ce qui vous attend dans la semaine en salle, en streaming et en jeux vidéo. Et enfin, notre avis sur 2 petites recos, tout simplement, en fin d'émission. On va commencer tout de suite par une brève pour vous prévenir que ce matin est tombée l'information que la grève de la WGA, des Writers Guild of America, s'arrête, a priori de fait, puisque le syndicat aurait signé un accord avec les studios. Il faut encore que les termes de cet accord soient signés par les syndicats tout simplement, et qu'il soit rendu public. Donc pour l'instant on va pas vous faire un gros point sur l'arrêt de la grève, mais grosso modo c'est en très très bonne voie et on en parlera la semaine prochaine. D'ailleurs à ce sujet, on a une information au sujet de The Last of Us saison 2, vous le savez, c'est une saison qui est très attendue et qui était en pause notamment à cause de la grève. Et ouais, tu l'as dit, c'est très très attendu par les fans évidemment. Et Craig Mazin, le créateur de The Last of Us, a pris le temps de s'exprimer sur la suite de la série, juste au moment où l'annonce de la grève a été faite. Il a dit en interview qu'il est très fier de la WGA, donc justement ce qui a trait aux scénaristes aux États-Unis, et de ses membres. La grève n'a pas encore été officiellement levée, mais dès qu'elle le sera, nous passerons à l'action. Donc traduction, dès qu'ils ont les moyens de prendre leur stylo, ils vont repartir en écriture. Ouais. Évidemment, ça prend pas en compte la grève des acteurs. Faut faire attention à ça parce qu'en fait, ils pourront pas partir en tournage tout de suite, mais c'était pas prévu. Dans leur plan d'action avant au moins le début d'année prochaine. Donc pour l'instant, eux, ça leur permet de finaliser les scénarios de The Last of Us saison 2 et c'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que ça va avancer très vite du côté de HBO. Ouais, c'est une très bonne nouvelle, et aussi pour la saga AFTRA, puisque si les studios sont capables de céder face aux écrivains et aux scénaristes, et probablement qu'ils vont finir par céder aussi pour les acteurs, donc très bonne résolution pour le conflit. En tout cas, les pontes de la WGA sont très contents de ce qu'ils ont réussi à soutirer aux studios, donc tout ça, le contour de ce nouveau contrat devrait être rendu public d'ici quelques jours. C'est pour ça qu'on vous en parlera un petit peu plus tard. Parlons d'une série d'animation qui est très attendue, c'est la suite de Invincible. La saison 2 arrive très prochainement, je crois que c'est pour novembre, on en avait parlé il y a quelques temps dans Pop News, et on a une nouvelle information de la part de Robert Kirkman, le créateur, qui nous dit à peu près combien de saisons il aimerait faire autour de cette adaptation de son comics. Alors oui, il a annoncé en fait qu'il y aurait beaucoup plus de saisons que prévu. Pour lui, en fait, ça pourrait durer jusqu'à 7 à 8 saisons. Donc là, Kirkman, il nous fait une Walking Dead, clairement. Oui. Rappelons que Robert Kirkman est le créateur de The Walking Dead, le comics, évidemment. Et donc, il en parle un petit peu plus sans spoiler, bien évidemment. Ouais. Ceux qui ont lu les comics savent qu'ils peuvent tenir sur de nombreuses années, parce qu'en fait, Invincible, c'est beaucoup d'arcs narratifs, d'excellents arcs narratifs d'ailleurs, parce que faut pas se contenter de la saison 1 qui est déjà exceptionnelle en animation, mais alors là vous n'êtes pas prêts pour la suite, je vous assure que ça va être du très lourd. Ouais, donc toi, 7 à 8 saisons.
J'ai lu les comics, voilà, Invincible, et voilà, vous allez adorer, c'est sûr et certain, si vous avez aimé la saison 1. On attend très honnêtement de voir ce que va donner la 2, mais c'est toujours les mêmes Ouais, personnes aux manettes, le même casting vocal, Steven Yeun, etc. Donc ouais, ça va être super. 7 à 8, on verra si la série marche sur la oui. durée à ce point-là, mais c'est déjà du très bon, quoi. Et pour information, la série avait déjà été renouvelée pour une saison 3. Donc voilà, la saison 3 est d'ores et déjà dans les cartons. Et je me rends compte en fait que je t'ai complètement lancé sous le bus puisque c'était une news que j'étais censé traiter au conducteur. Mais Et comme tu, on est très bien préparé, voilà, et tu l'as eh ben, y a pas de géré, mais souci. comme du papier à musique, je te Si remercie. Excuse-moi pour Mais il y a pas de souci, ce si tu ne petit l'avais pas dit, impair. les gens ne s'en seraient pas rendus compte. Mais regardez, on appelle ça un professionnel dans le milieu. Voilà, c'est tout. Allez, Bon, cette fois, déroule. c'est vraiment ta news, et c'est une news un petit peu très étonnante qui est sortie ce matin, ce midi, autour d'un potentiel reboot de The Office. Mais qu'est-ce qui se Hmm. passe et quelle mauvaise idée! Alors ouais, déjà on peut le dire, c'est une très mauvaise idée. Déjà de faire un reboot de série culte, c'est chiant de base. Mais donc là, selon Puck News, qui est souvent très très bien informé, donc c'est un magazine payant aux États-Unis, un magazine en ligne payant, qui annonce que The Office va avoir droit à un reboot. Bon, on pourrait se dire c'est une rumeur comme d'habitude, voilà, on annonce des séries cultes qui ont droit à leur reboot, mais non, en fait c'est Greg Daniels, celui qui a créé The Office, qui s'est occupé aussi de Parks and Recreation, de Space Force et plus récemment de Upload, qui est sur le coup. Donc en fait, on a le créateur original qui revient pour ce reboot de The Office. Pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'annonce de casting, il n'y a rien du tout, mais en fait, c'est dès que la grève des scénaristes va se terminer, et on en a parlé en début d'émission, ça va arriver très vite, Greg Daniels va se mettre sur le coup. Et je continue sur cette news parce que Greg Daniels parlait de ce reboot il y a un an à Collider, et je le cite: je ne peux pas dire si les fans veulent en voir plus, et quand je dis en voir plus, je ne pense pas que ce sera les mêmes personnages. Je pense qu'il s'agira d'une extension de l'univers. Vous voyez ce que je veux dire, un peu comme The Mandalorian, qui est une extension de Star Wars. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que les gens veulent ou non, c'est difficile à dire. Moi j'ai la réponse, je pense que c'est non, très honnêtement, parce que là on touche quand même à un monument de la comédie américaine à la télévision, et ça me paraît très compliqué d'avoir des retours positifs, même si Greg Daniels est quand même le Oui, créateur d'excellentes séries que j'ai citées juste avant, notamment Parks and Rec et même Upload, qui est franchement on une aime série beaucoup tous les deux, sympathique. ouais. Ouais, sur Prime Video. Regardez-la, franchement, c'est très cool. Mm. Je trouve que ça tacle pas mal de sujets d'actu, notamment au niveau de l'IA voilà, et des réseaux sociaux. Et la saison 3 arrive prochainement d'ailleurs. Elle arrive là, tout à fait. On va en parler, je pense, en fin d'émission. Et donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, toi, de ce reboot. Honnêtement, je pense que c'est pas une mauvaise, c'est pas une bonne idée dans le sens où s'ils font juste un truc comme ça pour du cash et du pognon, et surtout, je pense que la mauvaise idée ce serait de nous faire réapparaître les anciennes stars de The Office, parce qu'il faut que ça soit son propre truc. Si c'est effectivement un spin-off, pourquoi pas. Je pense que The Office, si on faisait The Office maintenant, ça serait sans doute pas forcément accueilli de la même manière. Ça s'appellerait quoi, Flex Office, ou les gens seraient à Ouais, moitié au déjà, oui, boulot, à moitié chez eux? The Télétravailleurs. Non, mais honnêtement, The j'ai envie de Remoters. laisser le bénéfice du doute à Greg Daniels. D'ailleurs, on va Oui. préciser quand même que Greg Daniels, c'est le créateur de The Office US, hein, pas, Oui. pas Royaume-Uni. Mais je veux lui laisser le bénéfice du doute. Par contre, attention, parce que projet extrêmement casse-gueule. Ouais. Bon, heureusement, c'est le père de la série qui est aux manettes. C'est la seule chose qui me rassure un peu. Mais je n'ai pas très envie de la regarder, cette série. On verra. Non, comme d'habitude, nous on est curieux, donc on ira voir, mais... Et juste avant de passer à l'autre brève, rappelons aussi que la fin de The Office, sans spoiler, les 2 dernières saisons sont quand même bien plus faibles. Oui, pour une raison assez notamment, simple, voilà, c'est qu'il manque... il manque un personnage important, très important. Voilà. Même si, j'avoue, j'ai lâché ma petite larme sur la dernière saison. Mais Oui, parce qu'on est attaché au personnage depuis voilà, un bout de temps, mais bon, tu vois, c'est le niveau global est moins bon. Exactement. Autre brève d'ailleurs, personnage, est-ce qu'on y est à plus attaché? Je ne sais pas, mais en tout cas, on a une petite information qui nous vient de Forbes, vous savez, le magazine économique américain, qui nous donne des informations assez sensibles au sujet du budget de production de The Marvels, le prochain film du MCU, et donc suite de Captain Marvel,
et de Ms. Marvel et de WandaVision. Ça fait beaucoup. Ça commence à faire beaucoup, effectivement, hein, quand tu fais l'état des lieux. Mais en l'occurrence, The Marvels, qui a priori un budget total de 270 millions de dollars. En réalité, c'est un petit peu moins que ça, puisque le film a bénéficié d'un crédit d'impôt au Royaume-Uni. Vous savez que c'est pour ça qu'il y a autant de productions qui se font là-bas, parce qu'ils ont bénéficié de 55 millions de crédits d'impôt sur place. Donc en réalité, le budget total de The Marvels, c'est à peu près 220 millions de dollars. C'est énorme pour un projet comme celui-ci. C'est de l'ordre des autres budgets du MCU, tout simplement. Et est-ce que c'est un film qui va récupérer ces deniers, puisque bon, si tu fais un petit peu le ratio, ils doivent a priori atteindre 450 millions de dollars pour rentrer dans leurs frais au box-office mondial, puisqu'on part du principe qu'il y a la moitié du prix d'un billet qui va dans la poche du cinéma, et le reste, c'est grosso modo pour le distributeur. Donc il faudrait vraiment qu'il dépasse un petit peu, enfin un certain palier que le MCU n'a plus vraiment touché depuis un moment. Alors il y a Gardien 3 évidemment, mais moi je pense surtout à l'échec Ant-Man 3 qui a été un peu compliqué cette année. Donc est-ce que The Marvels est prévu plutôt à l'avenir de Gardien 3 ou plutôt à l'avenir d'Ant-Man 3 ? C'est la question qu'on peut se poser à un mois et demi de la diffusion. Je pense que c'est plus côté Ant-Man 3, parce que déjà Captain Marvel avait pas été super bien reçu. Avait fait quand même son milliard. Hein. Bien sûr, mais côté critique, tu vois, derrière, il n'y a pas eu une demande du public pour avoir une suite. Donc voilà, là en plus on amène 2 autres personnages qu'on n'a pas forcément vus si on n'a pas regardé les séries. Et puis tu l'as rappelé aussi, le MCU, ça fait un bout de temps qu'il n'a pas réussi à ramener les gens en salle, comme à l'époque d'Endgame ou de Infinity War, parce qu'ils ont un peu perdu leur superbe aussi. Donc voilà, on verra. Tout à fait. Donc The Marvels, je crois que ça sort début novembre, un truc comme ça, de mémoire. News un petit peu insolite, tout simplement, puisque Robert De Niro, a priori, devrait ressusciter son rôle de taxi driver pour une publicité. C'est à moi que tu parles. C'est à moi que tu parles. Ok, c'est à moi que tu parles. Je vais te donner la news, moi. Et la news, en fait, c'est que Robert De Niro, d'après The Sun, un tabloïd anglais, va reprendre son rôle de Travis Bickle dans le film Taxi Driver pour une campagne publicitaire de Uber. Voilà. Alors, c'est pas la première fois que De Niro fait des pubs pour bagnole. Bon, là, c'est pas vraiment pour bagnole, c'est pour un service à la personne, mais de voiture, et que souvent Robert De Niro a besoin de payer ses impôts. Voilà, c'est un peu dommage, et c'est un peu dommage qu'un acteur de cet acabit fasse ce genre de choses. Mais donc voilà, apparemment il va reprendre son rôle culte, vraiment de Travis Bickle, et il y a le scénariste de Taxi Driver, donc qui est Paul Schrader, qui a eu une petite déclaration à ce sujet, et je le cite: "Pourquoi Bob ferait cela dépasse mon entendement, mais je n'ai pas vu la pub. Si j'ai de la chance, je ne la verrai jamais." Ce qui fait très mal, évidemment. Ouf. Et tu sens qu'en fait, ça va encore une fois, on parlait de trahir une œuvre avec The Office, le reboot, là c'est un peu pareil. Revoir ce héros, enfin c'est pas un héros, c'est un anti-héros, ce personnage dans une pub Uber à l'âge de Niro qui a 80 balais, c'est un peu triste. Enfin moi je trouve ça un peu triste. Ouais, surtout qu'on la voit un peu venir d'ailleurs la pub. Mais je pense pas que ce soit une très bonne idée ni pour De Niro ni pour Uber. Je pense que pour Uber c'est une bonne idée. Si. Pour Uber c'est une bonne idée, mais pour De Niro je pense pas. D'ailleurs je suis toujours très surpris quand il y a l'utilisation de ce genre de choses dans les publicités, parce que tu sais jamais qui donne son accord, si c'est quelque chose qui est fait sans l'accord de qui que ce soit ou pas. Mais ça me rappelle que très dernièrement il y a comment il s'appelle, Tom Felton, Drago Malfoy dans Harry Potter, qui a fait une pub pour Uber Eats où il reprenait plus ou moins le rôle de Drago Malfoy, et tout ça je ne sais pas en fait dans quelle zone grise ça se situe d'un point de vue juridique en fait, mais parce que c'est un personnage, je veux dire, oui, moi ça me dérange moins Tom Felton parce que je pense qu'il a besoin de manger plus que De Niro, tu vois. Oui, clairement. Donc voilà, mais oui, je vois ce que tu veux dire, c'est pas mon questionnement premier, mais par contre tu disais je vois très bien la pub ce qu'elle va être. Oui, pour moi aussi ça va être De Niro à la place du conducteur qui va se retourner en mode c'est à moi que tu parles. Et voilà, c'est tout. Mais on parle quand même de Travis Bickle qui est un personnage bien sombre, bien dark et bien sale. Je trouve ça un peu bizarre de le mettre en avant dans une pub un peu lol, un peu cool, tu vois. Oui, en termes de propos, c'est un peu bizarre.
quand même un mec qui va dans des cinémas porno et qui harcèle une nana hein, et qui va peut-être tuer des gens. Je sais pas, je trouve ça un peu bizarre, mais Le monde allons-y. de la publicité. Voilà, c'est ça, super. En parlant publicité, justement, il y en a une qui va faire, il y a une marque, une plateforme qui va faire un petit peu son beurre avec des publicités. Encore une autre, c'est Amazon, puisque Prime Video va tout simplement tester une offre avec publicité. Vous savez que c'est le cas du côté de Netflix en France. Du côté de Disney+, je crois que c'est pas encore disponible en France, l'offre avec publicité. Mais Amazon Prime Video va très prochainement tester ça en 2024. Ça va d'abord toucher les États-Unis ainsi que d'autres territoires, puis ensuite la France et d'autres, ainsi que le reste du monde. Mais voilà, l'objectif, évidemment, c'est essayer de continuer à maintenir une croissance en termes de nombre d'abonnés dans le monde, puisque vous le savez qu'il y a eu un grand boom en 2020 et en 2021 avec les confinements, tout simplement, parce que les gens étaient chez eux, ils avaient besoin de regarder des trucs, donc ils se sont tous abonnés, et maintenant qu'ils sont un petit peu sortis de chez eux, il y a une tendance à la décroissance. Donc c'est pour ça que ces offres sans pub partent dans tous les sens du côté des plateformes de streaming, et voilà, Prime Video est la dernière à mettre ça en place, qui viendra prochainement, on ne sait pas. Mais tout ça pour vous dire que Prime Video, qui était déjà une plateforme qui mettait pas mal en place l'autopromotion, ça devrait être une intégration, on va dire, un peu au forceps, parce que on commence à les connaître un petit peu d'un point de vue ergonomie de la plateforme. Ils ont fait des progrès, mais il y a encore des progrès à faire hein, côté Prime Video. Et puis c'est pas comme s'ils avaient pas d'argent, quoi. C'est vrai, c'est clair. Ils pourraient bosser leur UX design, enfin le design de la plateforme, je le trouve vraiment aux fraises par rapport à la concurrence. Mais bon. Il s'est amélioré, hein, mais c'est pas encore ça. Hein. Non. Ok, des fuites très importantes du côté de Microsoft d'un point de vue jeu vidéo autour de la marque Xbox. Ouais, alors je vais essayer de le faire le plus simple possible. Ouais. En fait, c'est dans le cadre du procès entre Xbox et la FTC qui concerne la validation du rachat d'Activision Blizzard. Donc c'est eux qui possèdent les licences Call of Duty, qui possèdent Diablo, Overwatch, etc. Et donc dans le cadre de ce procès, des documents confidentiels ont été divulgués qui ont révélé les projets et les ambitions de Microsoft et notamment de Xbox. Et en fait, il semble que Microsoft soit responsable de ces fuites, parce qu'en fait ces informations non publiques ont été partagées par erreur. Et donc, je vais rentrer dans le détail de toutes ces news. Et il y a des morceaux assez intéressants. Je vais commencer par la nouvelle manette de Xbox. En fait, apparemment, Xbox développe une nouvelle manette qui serait appelée Sibyl, qui permettra de jouer partout, se connectera en Bluetooth au mobile et au cloud, aura une surface à retour haptique qui est similaire en fait à celle de la DualSense de PS5, où voilà, pour la petite anecdote, on ressent le moment où on appuie plus fort sur, par exemple, un charge, sur quand on tire avec une arme, par exemple, sur la gâchette, etc., ou quand on s'agrippe à un mur. Donc voilà, il y a vraiment un retour plus puissant sur les doigts. Donc ils bosseraient là-dessus sur cette manette de Xbox. Il y aurait une batterie rechargeable et remplaçable et un stick modulable et plus durable. Côté technologie et intelligence artificielle, en fait, les visions de Xbox sont axées sur une structure globale interconnectée avec l'implémentation de l'intelligence artificielle et du machine learning pour accélérer les projets maison et des environnements de développement plus ouverts et évolutifs. Voilà, ça dit ce que ça dit. Il y aurait aussi une version digitale de la Series X qui serait en préparation. Cette version digitale, donc sans lecteur, de la Series X serait nommée projet Brooklyn. Elle serait prévue pour août 2025 à 300 € avec 1 Tera de mémoire et une en octobre 2025 à 500 € avec 2 Tera de mémoire. Alors, je crois que la première, c'est une rénovation de la Series S à Exactement, 300. c'est ça. Ouais. Et la suivante, du coup, à 500, c'est un renouvellement de la façade en fait de la Series X. Exactement, donc, tout à fait. Parce qu'on arrive à mi-parcours en fait du cycle des deux consoles, donc ils la rafraîchissent tout simplement. Tout à fait. Ensuite, il y a une partie ultra intéressante sur le monopole de Microsoft et ce qu'ils veulent faire en fait de la marque. Et on apprend, grâce à ces fuites, que Microsoft envisage d'acquérir, alors non seulement des éditeurs évidemment, voilà, comme Bethesda ou d'autres, mais aussi des constructeurs et des distributeurs comme Nintendo. Voilà, c'est quand même assez surprenant. Ils auraient dans le projet d'acquérir Nintendo, ZeniMax, Warner Bros Interactive, donc eux qui sont responsables, voilà, de Harry Potter, le dernier jeu qui est sorti, Hogwarts Legacy.
et aussi de Valve. Donc Valve qui est quand même le responsable de Steam, qui possède Steam, Valve c'est Half-Life, c'est tout ça évidemment, c'est Portal et tout. Donc voilà, ils ont les yeux peut-être pas plus gros que le ventre, mais en tout cas ils sont très fins, ils ont beaucoup d'appétit. Est-ce que ces fuites sont juste peut-être des échanges de mails où ils envisagent peut-être, voilà. Mais en tout cas c'est intéressant de voir que ça a été couché sur le papier et c'est des vrais documents qui sont sortis là-dessus. Et je vais terminer sur Bethesda, j'en parlais juste avant, Bethesda, donc ils viennent de sortir un dernier jeu récemment, Starfield, et aussi Fallout, etc. Donc Bethesda qui est un gros éditeur pour Xbox. Il y a des jeux non annoncés par Bethesda, qui a été acquis, je le rappelle, par Microsoft il y a quelques années, qui ont été révélés. Donc il y aurait un nouveau Doom qui sortirait, Dishonored 3, et une suite à Ghostwire Tokyo. Qui a été mis sur le Game Pass il y a pas si longtemps que ça. Et apparemment, je termine là-dessus, The Elder Scrolls 6, qui a été annoncé il y a des années et des années, pourrait être exclusif à l'écosystème Microsoft, et donc cela exclurait la PS5. Donc on aurait quand même l'un des plus gros jeux de ces prochaines années, exclusivement sur Xbox. Ok, et PC, c'est beaucoup d'informations tout ça. Je suis désolé, c'est assez... Alors évidemment, long, mais voilà. Tout ça, ce sont des fuites d'échanges de mails qui ont été faits il y a plusieurs mois, voire années. Évidemment, tout ça, peut-être que ça a changé entre-temps, mais c'est vrai que ces fuites sont intéressantes, puisque ça nous donne des informations, on va dire, très intéressantes sur potentiellement la suite pour la marque Xbox, notamment ces deux nouvelles consoles qui sont pas vraiment très très surprenantes, et aussi potentiellement des plans pour 2028 pour une nouvelle génération de Xbox. Donc voilà, donc vraisemblablement, si vous voulez acheter des Xbox Series X ou S, c'est plutôt a priori l'année prochaine, 2024-2025, si vous voulez la version rafraîchie, ou alors si vous voulez attendre 2028 pour la nouvelle génération, voilà, il va falloir prendre son mal en patience. Exactement. Très bien, merci pour ce petit point là-dessus. On va parler à nouveau d'Amazon Prime Video avec un chiffre très important, c'est 37%. 37%, ça veut dire quoi ? C'est le nombre des téléspectateurs américains abonnés à Amazon Prime Video qui sont allés jusqu'au bout de la série Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. C'est très très peu. On s'attend habituellement à ce que on soit autour des 50%, et encore 50%, c'est pas encore mirobolant pour ce genre de série. On rappelle quand même que Le Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir, c'est la série a priori la plus chère de l'histoire. On parle d'$1 milliard dépensés en sécurisation des droits et en production pour la série. À l'étranger, c'est plutôt aux alentours de 45% de visionnage complet pour la série, ce qui montre quand même qu'on n'est pas tout à fait au niveau des paliers attendus pour les analystes. Évidemment, la série va continuer puisque la saison 2 est en production, est en tournage. Maintenant, est-ce que Amazon et le portefeuille de Jeff Bezos qu'on connaît, très ample, vont continuer à payer tout ça pendant les 5 saisons qui étaient annoncées ? On verra. Si les chiffres de visionnage sont un petit peu plus importants, peut-être. Mais attention, quand même. Et encore une fois, vu la réception critique, j'ai peur que la saison 2 tienne la route, en tout cas en termes d'audience, je parle, parce que peut-être que niveau scénario ce sera sympa. On verra comme tu dis, mais ça sent pas très bon quand même. Disons que les chiffres qu'ils ont un petit peu laissé sous clé depuis le grand chambardement aux alentours au moment où ils ont balancé les 2 premiers épisodes, en fait, où ils ont été très très contents des chiffres, et après ils se sont un peu tus sur tout ça. Voilà, c'est des chiffres qu'ont obtenu le Hollywood Reporter et qui sont pas forcément très très impressionnants. Non. Voilà. Chiffre plus impressionnant par contre, c'est celui du financement du projet Odyssée, celui d'un musée du jeu vidéo en France créé par l'équipe d'ici Japon. Et oui, je trouve ça génial, c'est un super concept. Alors, pour ceux qui connaissent pas ici Japon, c'est Tev, un YouTuber en fait, qui est responsable de cette entreprise ici Japon. Donc, il fait évidemment beaucoup de vidéos sur la vie au Japon, qui a aussi eu à l'époque Candy-san, qui distribuait des bonbons à l'étranger, des bonbons japonais. Donc, c'était une super initiative. Ils vendent aussi des t-shirts, etc. Voilà, donc c'est vraiment la référence si on veut s'intéresser au Japon. Et là, il a eu l'idée, je trouve brillante, de lancer le musée
du jeu vidéo. Et alors, je vais essayer de résumer ça assez simplement. C'est parce qu'en fait, ils ont la plus grande collection de consoles au monde grâce à un Français qui a mis sa collection en vente il y a quelques mois. Et Tev, d'ici Japon, et son équipe se sont dit, mais attends, ça serait trop dommage de ne pas en profiter et de ne pas justement créer une plus grande exposition, ou en tout cas voilà, jusqu'au musée en fait, pour faire partager cette passion aux gens du monde entier et notamment de la France. Il explique qu'ils ont rassemblé autour de projets des nombreuses personnalités du jeu vidéo, des créateurs de contenu, des éditeurs, des marques. Ils ont le soutien d'une communauté évidemment. Ils ont un lieu très bien placé, donc c'est à Bussy-Saint-Georges, et une surface de 3500 mètres carrés pour ce musée du jeu vidéo. Et évidemment, il faut de l'argent pour lancer un tel projet. Et donc, ils ont lancé un Kickstarter, et Kickstarter qui en est déjà... Bang Bang, pour être Pardon, un Kiss Kiss Bang Bang, tout à fait, qui en est déjà à plus de 700 000 euros. Au moment où on enregistre l'émission, 700 000 euros, c'est énorme. Ils visent évidemment le million pour avoir toute l'attitude pour créer ce qu'ils veulent. Ici, ils arrivent au million. L'une des annonces, c'est qu'ils vont aussi mettre en place un espace, un village japonais à côté du musée, pour que les gens aussi profitent de tout ce qui est nourriture japonaise, etc. Sûrement des petites expositions temporaires, des spectacles, etc. Donc je trouve ça génial. C'est un super concept. On imagine qu'ils arriveront facilement, en tout cas, ils y arriveront au million, à voir s'ils dépassent ça, mais ça sera l'une des plus grosses récoltes sur Kiss Kiss Bang Bang. Ouais, ils ont fait tomber le site en fait au moment du lancement du projet, et en 2 jours, ils avaient déjà récolté 500 000 euros. Donc voilà, ils sont déjà à 734 000 au moment où on enregistre cette vidéo et ce podcast. Donc voilà, bon vent à ce projet qui a priori devrait voir le jour en 2026, puisque tout ça prend beaucoup de temps, bien entendu. Donc voilà, on voulait vous en parler. C'est la fin des brèves de cette semaine. Déjà pas mal de petits paquets de news, hein, l'air de rien. Oui. Tu vas nous faire ton point box-office, Adrien, comme d'habitude. Exactement. Alors, comme d'habitude, je vais commencer par Barbie. Barbie, là, qui cumule toujours 1,4 milliard de dollars de recettes dans le monde, donc c'est toujours énorme. Et les 50 millions de dollars ont été atteints en France, qui reste en fait le 6e marché mondial pour le film de Greta Gerwig. Donc la France soutient à mort Barbie. En termes d'entrées, ça correspond à 5,7 millions d'entrées en France. Pareil, c'est un énorme succès pour le film de la marque Mattel. Je poursuis avec Oppenheimer qui lui essaye d'arriver au milliard, mais ça va être compliqué, qui est actuellement à 926 millions de dollars, ce qui est déjà énormissime. Et en France, il a fait plus de 4 millions d'entrées. Donc voilà, il est un petit peu derrière Barbie, mais on sent qu'ils se sont portés tous les deux avec le Barbenheimer. Ça a vachement aidé, et donc ça continue. Je poursuis avec un petit nouveau, Expendables 4. Voilà, pour ceux qui ne savaient pas, Expendables est de retour. Après une suite, un 3e opus qui était sorti en 2014 dans mes souvenirs, donc ça faisait quand même un peu de temps qu'on n'avait pas le droit à Expendables. Malheureusement pour le film de Sylvester Stallone, le premier week-end d'exploitation aux États-Unis n'a rapporté que 8 millions de dollars, ce qui est un énorme four. C'est vraiment naze. C'est-à-dire que personne n'est allé voir le film. On rappelle que le budget est de 100 millions de dollars d'après Deadline. Oula. Donc voilà, Expendables 4 réalise le pire démarrage de la franchise, de loin. Je fais un tout petit récap par rapport aux épisodes précédents. Le film Expendables 4 rapporte 4 fois moins qu'en 2010, à l'époque du premier Expendables, qui lui avait rapporté 34 millions de dollars à son ouverture aux États-Unis. La suite, le 2e épisode, avait fait un peu moins avec 28 millions de dollars, et Expendables 3, lui, avait fait 15 millions de dollars en 2014. Ah oui, donc ça ne fait que baisser en fait. Ça ne fait que baisser, mais on comprend pourquoi à l'époque, après la sortie du 3, ils avaient un petit peu arrêté de produire des films. Évidemment, ils voulaient plus poursuivre là-dessus. Je sais pas qui a eu l'idée de rebooter tout ça et de continuer. Malheureusement, c'était une très mauvaise idée. Donc voilà, en France il sortira le 11 octobre, donc on verra si à l'étranger ça marche mieux, mais en tout cas aux États-Unis c'est un four. Ça promet. Voilà, et je termine par Mystère à Venise, le film de Kenneth Branagh qui adapte les aventures d'Hercule Poirot, qui lui fait plus de 250 000 entrées pour sa première semaine en France, ce qui est pas mal du tout, et parce qu'il fait quand même face à Barbie et à Oppenheimer qui continuent de performer, et puis Anatomie d'une chute aussi, qui est le film du moment, même si ça parle pas de pop culture, ça reste quand même un film important au cinéma en ce moment en France. Tu nous en parleras en fin d'émission d'ailleurs. Exactement, tout à fait. Et à l'international, il fait 71 millions de dollars de recettes, ce qui est pas mal aussi. Ce qui est dans les clous pour un film. D'accord. Un film comme ça. Bon, voilà.
Bah écoute, merci pour ce point box-office hebdomadaire et on se voit la semaine prochaine bien sûr pour refaire le point sur les entrées et sur le cash qu'ont engrangé les studios hollywoodiens. Yes. Allez, le gros sujet de cette semaine, bah, ça a trait justement à un gros studio hollywoodien, c'est Marvel. Marvel Studios. On voulait faire le point avec vous puisque il y a un gros, les bonnes feuilles en fait, d'un livre qui a été publié aux États-Unis sur la création du MCU et comment en fait le MCU est devenu complètement surpuissant en réalité à Hollywood et qui revient notamment sur les secrets derrière le casting des grandes stars du Marvel Cinematic Universe et ça revient notamment sur le personnage de Thor, le personnage de Captain America, celui de Loki, etc. Il y a pas mal de choses intéressantes, notamment le fait que il y a plein d'acteurs qui ont été envisagés et qui auraient pu complètement changer la face du MCU. Ça aurait pu être assez dingue avant même le MCU en fait, avant même qu'Iron Man lance le Marvel Cinematic Universe, il y avait un acteur qui était envisagé pour un rôle, et ce rôle c'était celui de Thor. Alors je sais pas si vous imaginez cet acteur que je vais vous citer dans la peau de Thor, mais il s'agissait de Daniel Craig. Daniel Craig a été envisagé un temps pour jouer Thor, mais à cause de James Bond, il a refusé en fait, il était déjà engagé Bien sur sûr. Casino Royale. Tout ça c'était au milieu des années 2000, mais je trouve ça génial qu'on apprenne que Daniel Craig aurait pu en fait devenir la figure voilà, du dieu du tonnerre. J'ai un peu de mal à le voir. Je sais pas si toi tu le vois dedans, mais ça aurait été une version très différente quoi. Mais Oui, bah clairement, mais de la même manière que le James Bond de Daniel Craig a été accueilli parfois avec des sourcils un peu froncés ou des yeux un peu écarquillés, je pense que le Thor de Daniel Craig aurait une tête vraiment différente de celui de Chris Hemsworth. Bon, s'il y a un truc qui est très 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 connu, c'est que Tom Hiddleston, lui, avait aussi postulé pour le poste, on va dire, de Thor, et qu'au final, ça n'allait pas, et qu'on lui a proposé plutôt Loki. Mais c'est vrai que Daniel Craig, c'est la première fois que j'en entends parler. Et honnêtement, alors bon, effectivement, il est blond, mais je l'imagine beaucoup moins en dieu asgardien que Chris Hemsworth, maintenant, rétrospectivement. Et en même temps, j'ai du mal aussi à voir Tom Hiddleston dans la peau de Thor aussi, parce qu'en fait, on a tellement ce Golgoth qu'est Chris Hemsworth, voilà, dans la tête depuis qu'il incarne Thor dans le MCU, que c'est difficile de voir un autre acteur. Et le jour où ils recasteront Thor, parce qu'ils le feront un de ces quatre, je pense, j'imagine, ce sera difficile, ce sera un peu compliqué de l'accepter. Oui. Mais c'est marrant que tu parles de Tom Hiddleston, parce qu'il y avait d'autres acteurs aussi qui étaient prévus pour jouer Thor. C'est pas le seul. On apprend aussi que Charlie Hunnam, donc de Sons of Anarchy, était prévu aussi. Il a passé des castings pour jouer Thor. On a Joel Kinnaman qui lui a joué dans The Suicide Squad. C'est Captain Boomerang, hein, c'est ça? Non, justement, non, c'est Joel Kinnaman, c'est le grand c'est qui est le leader de la team des Suicide Squad. Ok. Voilà. J'ai perdu le nom, c'est Jay Courtney qui fait Captain Boomerang. Je les confonds tous les deux. Ouais. Il y en a un qui joue bien et l'autre non. Joel Kinnaman joue bien, Jay Courtney joue mal. Puis Jay Courtney, il a cette réputation de tueur de franchise. Tu sais, il a joué dans Die Hard, il a joué dans Suicide Squad. Enfin bref, c'est pas faux. Pas un bon. Donc Tom Hiddleston, tu l'as dit. Alexander Skarsgård. Et lui, j'ai moins de mal à le voir. Alexander Skarsgård, pas mal quand même. Moi, alors, Alexander Skarsgård, évidemment, quand tu le vois, tu te dis Viking évidemment. Mais de la même manière que Charlie Hunnam. Charlie Hunnam, je le vois très très bien pour le coup. Tu sens que c'est un peu la même typologie d'ailleurs que Chris Hemsworth en l'occurrence. Oui, un peu plus. Autant Skarsgård est beaucoup plus fin, autant Charlie Hunnam a ce côté-là un petit peu. Je le vois bien. Il a une bonne tête de Thor en l'occurrence. Ouais, ça passe mieux, puis on l'a vu dans Alexander Skarsgård, on l'a vu dans Tarzan, on l'a vu dans The Northman, le mec il est taillé, c'est une folie. On l'a vu dans Succession aussi récemment, bon, rien à voir avec la musculature, mais excellent acteur Alexander Skarsgård. Très bon. Et d'ailleurs au passage son père joue dans le MCU par contre. C'est vrai. Son père joue le scientifique dans Thor d'ailleurs. Oui, je me souviens plus de son nom par contre, mais il apparaît dans Avengers. Et dans Avengers aussi, ouais.
Voilà, et c'est là où ça devient intéressant. C'est qu'il y a Liam Hemsworth, donc le frère Oui, de Chris Hemsworth, qui lui, en fait, vraiment était pas loin de décrocher le rôle de Thor. Bon, faut savoir que le mec, pareil, hein, il a le physique de son frère aîné, il est balèze comme je sais pas quoi. Et en fait, Chris Hemsworth, au moment où Liam a auditionné, lui aussi s'est dit, bah moi, j'aimerais bien participer à ce truc-là, je vais aller auditionner pour jouer Thor. Mais il a été rejeté direct, en fait. Chris Hemsworth a été dégagé du casting. Et en fait, ils lui ont quand même donné une deuxième chance. Pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que il avait joué le père de Kirk dans le Star Trek de J.J. Abrams. Ouais. C'est dans l'intro du premier Star Trek, et en fait, Chris Hemsworth avait assez impressionné les producteurs et les studios à ce moment-là, quand il avait incarné le père de Kirk. Et au moment où il tournait La cabane dans les bois, qui est un excellent film que je conseille vraiment à tout le monde, qui est un super film d'horreur, qui déconstruit tout ce qui est film d'horreur. Oui, très intéressant comme film. Super film, super intéressant, qui est réalisé par Drew Goddard et produit par Joss Whedon. Joss Whedon, alors, excusez-moi, je fais énormément de name dropping, hein, mais ça va être vraiment le gros sujet name dropping. Joss Whedon, qui est le réalisateur de Avengers 1 et 2, qui est aussi le créateur de Buffy contre les vampires, qui aujourd'hui est dans la sauce comme jamais, parce qu'apparemment il traite les femmes, voilà, d'une façon terrible et horrible. Mais Joss Whedon à l'époque était encore dans les était encore bien vu à Hollywood. Oui. Et au moment du tournage donc de La cabane dans les bois, dans lequel Chris Hemsworth joue, il y a Drew Goddard et Joss Whedon qui viennent le voir et qui lui disent, mais gars, en fait, on comprend pas pourquoi t'es pas Thor, en fait, qu'est-ce qui s'est passé, t'es allé au casting. Et lui il fait, bah je sais pas, je pense que je me suis planté, en fait, je pense que je me suis planté à mon audition, ça a pas dû convaincre, ça a pas dû marcher, quoi. Les mecs ont fait pression, ils ont dit, mais non, mais retourne-y, et puis ils ont dû sûrement appeler quelques copains à Hollywood en disant, bah attends, C'est possible. c'est quand même le mec le plus le mec parfait pour jouer Thor, quoi. Et finalement il a été retenu. Et donc son frère Liam Hemsworth aurait pu avoir une carrière bien différente si Chris n'avait pas été... Bon, en l'occurrence, Liam s'en sort pas si mal, hein, Hunger Games notamment, et puis le prochain Witcher, même si on sait qu'il est attendu de pied ferme et surtout des fourches. Oui. Mais en l'occurrence, non, Liam Hemsworth s'est bien débrouillé, mais c'est vrai que la fratrie Hemsworth, parce qu'il y en a un troisième, je crois, de mémoire. Oui, qui joue dans Westworld. Dont le prénom m'échappe. Perdu son prénom. Mais oui, tout ça, ça s'est plutôt pas mal passé, hein, pour la fratrie australienne. Ça va, ouais. On a eu d'autres informations, notamment autour du casting de Captain America. Yes. Puisque ça n'a pas toujours été Chris Evans qui devait jouer le petit garçon qui devient leader des États-Unis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Du monde libre. Ben non, exactement. En fait, ça a été très compliqué parce que Chris Evans a refusé de nombreuses fois de jouer Captain America. Il voulait pas parce que ça l'engageait trop. Lui, il venait un peu... Alors, il avait fait les 4 Fantastiques avant, il avait fait les 2 4 Fantastiques, il jouait la torche. Ouais. Mais déjà, il en était un peu revenu des films de super-héros. Oui. Il commençait à se faire une petite carrière dans les films indés. Il tentait des choses, voilà. Et il avait fait Scott Pilgrim aussi, mais en second rôle. Voilà, il était plus vraiment sur le devant de la scène, mais en même temps, lui, il voulait pas s'engager sur un truc trop long. Et donc, je reviendrai après sur Chris Evans, il y avait d'autres acteurs qui ont été auditionnés, notamment Ryan Phillippe. Ryan Phillippe qui a joué, alors je vais sortir juste un film, c'est Sex Intention, ça j'arrive plus à savoir pourquoi il a joué. C'est dans Mémoire de nos pères, très bon film Sex Intention. Dans Mémoire de nos pères aussi, je crois. Il est dans Mémoire de nos pères. Ryan Phillippe, si dans une série qui s'appelait Sniper aussi, je crois. Je sais plus. Bref, Ryan Phillippe qu'on voit plus trop sur les écrans, donc lui il était auditionné. C'est surtout Souviens-toi l'été dernier en fait. Ah oui, c'est vrai. Oui, tout à fait, j'avais oublié. Gareth Edlund, je sais plus comment on dit, qui jouait dans Tron Legacy, Tron Legacy, il est surtout connu pour ça, Gareth Edlund. Oui. Jensen Ackles, de Supernatural. Exactement, de Supernatural, et aussi dans The Boys récemment. C'est vrai. Super rôle dans The Boys, Soldier Boy, qui était génial. Chase Crawford qui jouait dans la série mince. Chase Crawford qui joue quand même dans The Boys aussi, qui fait The Deep. Mais aussi. Oui, tout à fait. Bien sûr. Mais qui jouait dans la série avec les New-Yorkais friqués. Sex and the City. Mais non, les jeunes friqués. Attends, je suis en train de checker parce que ça m'énerve. Gossip Girl. Oui, merci, Gossip Girl. Voilà, Gossip Girl. Et on arrive à 2 noms super intéressants. Sebastian Stan. Oui. Sebastian Stan, qui en fait, avant de jouer Bucky Barnes, avait été choisi pour jouer Captain America. Finalement, ça l'a pas fait. Et un autre nom, alors, il y en a 3 en fait. Il y a Sebastian Stan, il y a Chris Pratt
qui avait été Oui. envisagé, donc Chris Pratt après, qu'on a retrouvé dans la peau de Star-Lord. Mais le dernier nom, et là il est très surprenant, c'est John Krasinski. Mais. John Krasinski, alors pour ceux qui ne le savent pas, c'est Jim dans The Office. On en parlait tout à l'heure en début d'émission. Alors c'est dur de s'imaginer Jim de The Office dans la peau de Captain America, même si depuis on Encore l'a que. vu en Reed Richards, Ouais. dans Doctor Strange. Mais le Krasinski de l'époque, on est en 2010, il est, c'est pas une allumette, mais c'est pas non plus un mec super costaud. Non, mais c'est vrai. et lui-même le dit en fait, et c'est ça qui est intéressant dans cet article, c'est parce qu'il raconte son audition. Et en fait, il explique qu'il se met dans le costume, il était torse nu, et d'un coup, il voit Chris Hemsworth qui débarque. Pareil, en mode, le mec fait une tête de plus que lui, il est musclé comme jamais. Et là, il se dit, en fait, je serai jamais un Adonis. J'aurais énormément de mal à devenir un Apollon. Ça va être très compliqué. Et à ce moment-là, en fait, ça l'a pas fait. Parce que le premier choix, en fait, des studios et de Marvel, c'était Chris Evans. Et Chris Evans, ils ont réussi à l'avoir parce qu'à la base, ils lui ont proposé un deal sur 9 films. Ouais. C'est énorme, 9 films. Parce que c'était la méthode Marvel. Mais on peut peut-être expliquer pourquoi d'ailleurs. Vas-y, je t'en prie, explique. Ouais. Parce que la méthode Marvel, en fait, est un petit peu héritée de ce qui se faisait vraiment il y a très très longtemps du côté de Hollywood. C'est-à-dire qu'on signe des stars qui n'ont pas encore un nom très très connu et très reconnaissable, et qui n'ont pas encore forcément accédé au rang de célébrité. Et donc du coup, on les fait signer pour plusieurs films, et donc pour moins cher. Donc on les sécurise, et contractuellement ils sont obligés de tourner dans X films pour Marvel Studios en l'occurrence, et toujours au même tarif. Ce qui fait que, alors certes, ils gagnent énormément en popularité pendant le cours de ce contrat. En revanche, le studio, lui, il n'a pas spécialement besoin de payer des mille et des cents tous ces acteurs-là. Et c'est un truc d'ailleurs dont ils étaient revenus, parce que au tout début, c'est quelque chose qu'ils n'avaient pas fait avec Robert Downey Jr. pour Iron Man, et qu'ils ont fait ensuite systématiquement pour tous les autres qui ont suivi, et grand bien leur en a fait, puisqu'évidemment c'est comme ça qu'ils se sont permis d'avoir une franchise aussi énorme et quelque part aussi peu chère, puisque les acteurs pouvaient pas renégocier leur salaire, contrairement à Robert Downey Jr. qui lui s'est fait des roustons en platine grâce notamment au sujet des Avengers. En adamantium. Exactement. Exactement, non, tout à fait, c'est très bien résumé. Et puis, c'était à l'époque. À l'époque, on faisait ça, mon gars. C'est comme ça que ça marchait. Évidemment, Chris Evans, il s'est quand même dit 9 films, c'est énorme. Précisons que c'est pas 9 films Captain America. Non. C'est des apparitions, des fois, dans des films. Ouais. Voilà, par exemple, s'il fait une apparition dans un Doctor Strange, ça compte Ouais. comme un film de pensez Nick Captain Fury. America. Exactement, Nick Fury, c'est la même chose. Exactement. Mais ce qui a fait pencher la balance, en fait, c'est Robert Downey Jr. T'en parlais juste avant, et en fait, c'est Robert Downey Jr. Qui a réussi à réduire l'engagement de Chris Evans à 6 films. Et c'est à ce moment-là qu'Evans a dit « Ok les gars, je vous suis, 6 films, c'est plus jouable pour moi. Je me sens pas oppressé, je me sens pas piégé par la machine Marvel, donc je vous suis. » Ouais. Il a regretté au début. Il a regretté au début Chris Evans, parce que en fait, lui, sa grande peur, c'était de devoir en fait filmer tous ces films-là, et que ces films soient juste bons pour la benne à ordures, quoi. Et que du coup, son image soit complètement liée à des films pourris. Bon, il a encore eu plutôt de la chance, puisque sur cette période-là où il était présent, et sur à peu près tous les films où il était dedans, les films étaient franchement corrects du MCU. Donc là-dessus, c'est vrai qu'il avait des raisons de douter. D'ailleurs, un certain nombre de nouveaux acteurs peuvent douter très clairement de leur choix de carrière récemment. Mais en l'occurrence, sur le début du MCU, il a eu plutôt le nez creux, Chris Evans. Ouais, non, tout à fait. Donc il faut avoir le pouvoir de dire non à ce genre d'offre quand même. C'est l'un des seuls quand même qui a dit non, comme ça. Tu sens que le mec, Jack Chris Evans, j'aime beaucoup cet acteur parce qu'il a une intelligence de carrière, tu le sens, une intelligence dans ses choix de rôle. On le voit même après Captain America, quand il tourne avec dans à couteau tiré ou des films comme ça. Enfin voilà, il fait des choix intelligents. C'est vrai. Et je voulais poursuivre sur les Gardiens de la Galaxie, parce qu'on apprend quand même des petits trucs. Alors je vais revenir sur Star-Lord pour commencer, mais je vais garder le meilleur pour la fin. En fait, la directrice de casting, qui s'appelle Sarah Hailey Finn, avait en fait discrètement gardé Chris Pratt comme candidat pour Star-Lord, alors que James Gunn ne le voulait pas. Mais vraiment, c'était son truc. Il dit jamais je prends Chris Pratt. Déjà, il est un peu trop d'embonpoint. Il joue dans Parks and Recreation, ça marche pas. Enfin, je sais pas, je le sens pas. C'est pas un truc. Mais la
directrice de casting s'est dit, mais non, il est quand même génial, le mec, il est parfait pour le rôle, je vais quand même le garder. Et donc, elle a continué, en fait, à le montrer au fur et à mesure à James Gunn, qui a cédé. Et en fait, il a compris assez vite que c'était le meilleur choix pour jouer Star-Lord. Ouais. Vas-y. En fait, ce qui est fou avec ce parcours de casting, c'est à quel point on voit bien qu'il tâtonne. C'est-à-dire qu'il y a des acteurs qui leur plaisent, mais c'est pas le bon. Oui. Et au bout d'un moment, en fait, la directrice de casting s'est dit attends, on n'a toujours pas trouvé, alors qu'on a tous les autres gardiens. Il faut quand même qu'on avance sur Star-Lord. Et moi, j'ai quand même envie d'insister sur Chris Pratt. Et au moment où Chris Pratt a passé enfin son audition, bah, James Gunn, au bout de 10 secondes, s'est retourné vers elle et lui a dit mais en fait c'est lui quoi. C'est ça. Et ça c'est vrai que ce genre d'histoire, on les entend un petit peu régulièrement, mais c'est vrai que ça montre quand même que le boulot d'un directeur de casting, c'est vraiment d'avoir le bon sentiment au bon moment quoi. Bien sûr. Et on aurait pu avoir d'autres gardiens de la galaxie. C'est ce qu'on apprend aussi dans cet article. Je le savais pas du tout avant de lire le papier. Alors, évidemment, on connaît tous aujourd'hui Dave Bautista en Drax et Zoé Saldana dans la peau de Gamora. Ouais. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ça aurait pu être bien différent parce qu'ils avaient prévu Chadwick Boseman en Drax. C'est quand même un autre délire qui lui après a joué Black Panther. Et Lupita Nyong'o qui a joué après aussi dans Black Panther. Elle était prévue pour Gamora. Donc on aurait pu avoir deux acteurs totalement différents pour jouer ces deux personnages-là. Pareil pour Karen Gillan. Karen Gillan qui, elle, joue Nebula, la sœur de Gamora dans Les Gardiens de la Galaxie. À la base, elle avait auditionné pour Sharon Carter dans Captain America The Winter Soldier. Donc la sœur de Peggy Carter, c'est ça ? C'est la nièce de Peggy Carter. D'accord, ouais. Ouais, parce que c'est dans le futur. Enfin, c'est dans le futur, c'est dans notre présent, mais c'est là. D'ailleurs, il l'embrasse, c'est pas très bien. Voilà, et donc elle était prévue pour Sharon Carter, mais ils l'ont gardée pour Nebula parce qu'elle dégageait une menace avec son visage angélique. Je cite la directrice de casting. C'est vrai qu'elle fait bien peur en Nebula. Je comprends. Non, mais ça lui va super bien en même temps. Et tu te rends compte que c'est difficile de recaster ces acteurs-là, ces rôles-là désormais, et c'est d'ailleurs un des gros problèmes auxquels va être confronté Marvel très prochainement, puisque un jour ou l'autre, ils vont rebooter les X-Men, et que comment veux-tu faire oublier Hugh Jackman par exemple en Wolverine pour ne parler que de lui. On verra dans Deadpool 3, en fait c'est le but là. Ouais, c'est ça, clairement. Alors, un petit aparté, mais très récemment Sean Levy, le réalisateur de Deadpool 3, a parlé de la 20th Century Fox et de... Enfin, 21st Century Fox et de le Marvel. Parce qu'il faut savoir qu'en fait les personnages des X-Men viennent de la Fox et que le personnage de Deadpool et les autres c'est le MCU. Donc là c'est la première fois en fait que Hugh Jackman va jouer le personnage de Wolverine dans l'escarcelle du MCU. Ouais. Et il dit on va respecter tout ça. Il a dit on va respecter l'héritage Fox, l'héritage X-Men que vous avez connu, etc. Et on va l'implémenter dans le MCU. Ouais. Donc je pense qu'en fait c'est leur porte d'entrée pour essayer de nous faire apprécier cette nouvelle vision qu'ils ont, tu vois, des X-Men. Il y aura sûrement des variants, évidemment, tu vois, de Wolverine. Il y aura sûrement d'autres super-héros, etc. Donc je pense qu'ils vont y aller tranquillement. Et puis les X-Men, ça me paraît moins compliqué parce que c'est quand même énormément de personnages. Ils ont été plus ou moins rebootés aussi avec X-Men First Class. Quand c'était McAvoy qui jouait à la place de, tu vois, ça me dérange pas pareil vu qu'ils étaient plus jeunes et tout. Plus jeunes, oui. Mais bon, j'ai moins de mal. Ouais. Donc ça, voilà, c'est pour les annonces de casting pur. Moi, c'est vraiment John Krasinski, donc Jim de The Office en Captain America. Ça aurait pu être drôle, mais ça aurait été une carrière très, très différente. Tu sais que je l'imagine bien, parce que là, je le vois bien, tu sais, avec sa barbe et tout, à la... comment ça s'appelle, sans un bruit. Et ça correspond bien au Captain America barbu de Infinity War, pour le coup. Je trouve quand il est... Parce que il est fit maintenant en Jack Ryan et tout, ça lui serait bien allé, l'air de rien. Il est fit, mais Chris Evans, tu peux pas le battre, quoi. Rien à voir. C'est ça le truc, quoi. Tu peux pas lutter. Mais oui, ça aurait pu être un bon... Non, mais ça aurait pu le faire. Je pense qu'il y aurait pas de souci, ça aurait pu fonctionner, quoi. Voilà, et t'en parles, c'est rigolo aussi du côté fit. Je vais terminer là-dessus, mais l'article en parle beaucoup sur tout ce qui est régime et tout ce qui est imposé en fait aux acteurs et aux actrices en termes de musculation, en termes de régime, et notamment Chris Pratt. Chris Pratt, quand il était dans Parks and Recreation, la série comique de Greg Daniels, voilà, on reboucle Greg Daniels, The Office, lui en fait était vraiment enrobé, clairement enrobé, regardez la série à l'époque. Il avait pris du poids exprès.
Pour la série, peut-être, je sais plus, mais sûrement, voilà. Mais il avait du bide, quoi. Ouais. Vraiment, il avait du bide. Et donc, c'est pour ça que James Gunn avait un peu de mal aussi à le voir dedans, quoi. Parce que Star-Lord, il est musclé, il est fit, quoi. Et il a suivi un régime drastique, vraiment drastique, pour se mettre dans la peau de Star-Lord, à tel point qu'un jour, il a posté une photo sur Instagram où on le voit avec son six-pack, vraiment ses abdos de ouf. Et la légende, c'était 6 mois sans bière. Et ça a été l'une des photos les plus virales pour le MCU. Et les gens se sont dit, ok, là ça rigole zéro, ils arrivent à transformer les acteurs à ce point-là, même ceux qu'on connaissait, voilà, un peu joufflus, un peu enrobés. Ouais. Il y en a un autre, c'est Kumail Nanjiani de Silicon Valley, qui lui a eu une transformation mais impressionnante pour les Éternels. C'est vrai que quand tu vois à quel point ils sont encadrés aussi pour ce genre de choses, et qu'avec leur armada de nutritionnistes, d'entraîneurs personnels et tout, c'est vrai que bon, moi je veux les mêmes. Ils sont aidés. Hein. Je veux les mêmes. En même temps, quand tu passes tes journées à ça, j'ai envie de te dire que... Mais c'est génial. Moi, ça m'a toujours fait rêver. Les mecs sont payés pour ça, quoi. Je trouve ça génial. Bon, après, faut avoir la volonté quand même, hein, parce que moi, je le ferais pas. Tu deviens une superstar, ça va. Ça va. Il y a pire comme job. Ça va. Ok, est-ce que c'est tout pour notre gros sujet sur et si le casting de Marvel avait été totalement différent? Ouais, c'est tout. Oui, c'est déjà pas mal parce que c'est assez dense comme papier. C'est dans Vanity Fair. Je trouve ça super intéressant d'avoir les insides un petit peu. Ça sort au fur et à mesure, ce genre d'infos en fait sur les coulisses en fait des créations de films, de franchises. On l'a un peu en ce moment aussi sur le DC Universe, Extended Universe. Ça commence un petit peu à lâcher des infos qui sont pas forcément réjouissantes. Voilà, du côté de DC, mais ça on vous en reparlera peut-être un peu plus tard. Et tout ça, c'est issu d'un bouquin qui s'appelle le MCU, le règne de Marvel Studios, qui est écrit par Joanna Robinson, Dave Gonzalez et Gavin Edwards. Et tout ça, ça sort évidemment aux États-Unis, mais ça sortira peut-être en France. Mais voilà d'où viennent toutes ces informations. On va continuer avec le radar des sorties, si tu le veux bien. Puisque je vous ai sélectionné 6 choses à voir ou à jouer durant cette semaine. La première, en salle, c'est une sortie d'un film de science-fiction qui sort le 27 septembre. Ça s'appelle The Creator. C'est un film de Gareth Edwards qu'on connaît notamment pour Rogue One, A Star Wars Story. C'est un film avec John David Washington qu'on avait vu notamment récemment dans Black Landsman. C'est un film de science-fiction puisque le pitch, c'est dans un futur proche, les humains et les intelligences artificielles se livrent une guerre sans merci, et cet homme qui est payé pour tuer notamment une intelligence artificielle très importante va finalement se lier d'amitié ou d'amour pour cette intelligence artificielle qui a la forme d'un enfant. Il y a un côté très Akira, je trouve, dans la bande-annonce. De fou. Ouais, de fou. Donc, moi honnêtement j'ai re-regardé la bande-annonce juste avant l'émission et ça donne super envie de le voir. On en parlait la semaine dernière, on s'imagine que le film va pas spécialement bouger les foules, mais c'est ce genre de film que moi j'aime bien aller voir, donc j'irai voir ça la semaine prochaine et je vous en parlerai peut-être dans la section reco d'une prochaine émission. Voilà pour les sorties salles. Il n'y a pas grand chose d'autre d'un point de vue pop culturel sur cette semaine. Par contre, en sortie streaming, je voulais vous parler de Castlevania Nocturne. C'est une série d'animation qui sort le 28 septembre en intégralité sur Netflix. C'est un spin-off animé de la série animée Castlevania qui se déroule durant la Révolution française, où on suit un des descendants de la famille Belmont qui s'appelle Richter Belmont et qui est en quête d'arrêter une reine vampire. C'est adapté des jeux vidéo Castlevania Rondo of Blood et Symphony of the Night. C'est en 8 épisodes et tout ça c'est livré directement sur Netflix en intégralité le 28 septembre. On a parlé de Prime Video en début d'émission. C'est la grosse série de cette rentrée pour Prime Video, c'est Gen V. Ça sort le 29 septembre, c'est un spin-off de The Boys. Vous savez que l'univers de The Boys est très choyé du côté de Prime Video. Voilà un nouveau spin-off. Ça s'est situé à l'université de super-héros contrôlée par Vought Entertainment. Et l'idée, c'est de voir un petit peu comment ces adolescents, ces adolescents vont tester un petit peu leur pouvoir et les limites durant leur enseignement à l'université. Les 3 premiers épisodes sortent le 29 septembre, puis rythme hebdomadaire. Pour les 5 suivants, il y a 8 épisodes sur la saison. Voilà pour Gen V.
Enfin, les derniers épisodes de Bleach Thousand Year Blood War arrivent sur Disney+, le 30 septembre. Cette fois, c'est la fin de l'animé, qui était un petit peu revenu sur le devant de la scène pour adapter les derniers tomes du manga. Du shonen. Donc voilà, c'est la fin en France. Ça fait des semaines et des mois que c'est déjà terminé au Japon. Donc j'imagine que les amateurs de stream ont déjà tout vu, mais ça sort en légal le 30 septembre sur Disney+. Côté jeux vidéo, on a Cyberpunk 2077 Phantom Liberty qui sort le 26 septembre sur Xbox Series X, sur PS5 et sur PC. C'est un DLC où l'on retourne dans la ville de je sais plus quoi, Liberty City j'imagine. Non, Night City. Night City, merci. Liberty City c'est un autre jeu vidéo. Où l'on retourne du coup à Night City où on doit sauver le président des New USA. Ça, c'est avec Idris Elba. Avec Idris Elba notamment, donc ouais. Il se trouve que Cyberpunk a un petit peu redoré son blason ces dernières années après une sortie un peu chaotique. Et ouais. Cyberpunk 2077, qui est le seul DLC qui est prévu par CD Projekt Red, a priori veut un petit peu ponctuer cette fin de cycle pour ce jeu, donc visiblement c'est très attendu par les fans. C'est vraiment une 2.0 apparemment. Ça y est, c'est enfin le jeu tel que les créateurs voulaient qu'il sorte. Il était temps après 2 ans. Mais je suis très chaud pour y rejouer. Clairement. Donc ça sort le 26 septembre. Et enfin, pour les amateurs de football, EA Sports FC 24 sort le 29 septembre. Alors comprenez, FIFA 24, c'est juste que la licence FIFA n'est plus en possession d'Electronic Arts, mais voilà, c'est le successeur de FIFA annuel comme d'habitude. Pour les amateurs, bien entendu, ça sort le 29 septembre. On va terminer cette émission avec nos recos de fin d'émission. Adrien, tu voulais nous parler d'Anatomie d'une chute. Yes, la Palme d'Or. Palme d'Or, tout à fait. Bon, pas du tout pop culture, hein, mais bon, des fois il faut bien sortir et voir d'autres films, c'est important. Donc je suis allé voir Anatomie d'une chute bien des semaines après sa sortie. Hein. Il a déjà plus d'1 million d'entrées, donc c'est un vrai carton au cinéma. Et Anatomie d'une chute, je le conseille vraiment. C'est une Palme d'Or méritée. Bon, Palme d'Or, je sais pas ce que ça veut dire aujourd'hui, hein, parce que voilà, c'est très subjectif, oui, bien sûr, un jury. Mais c'est un excellent film. C'est Justine Triet qui l'a réalisé après Sibylle. Et c'est l'histoire d'un couple qui vit dans un chalet avec leur enfant. Leur enfant est malvoyant et un jour, le mari tombe du 2e étage, fait une chute mortelle, est retrouvé par l'enfant au pied du chalet. Et à ce moment-là, en fait, on se demande si c'est pas la mère qui a tué le père de famille, parce qu'on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout ce qui s'est passé et va s'enclencher en fait un procès, une investigation déjà. Et ensuite un procès, c'est vraiment un film de procès voilà, sur qui a fait quoi, est-ce que c'est vraiment un accident, est-ce que c'est un meurtre, et c'est surtout en fait un regard sur un couple, sur la déliquescence d'un couple à travers des pièces à conviction. À travers des témoignages. Est-ce que voilà, on peut facilement croire quelqu'un malgré les apparences, etc. Donc c'est beaucoup de choses comme ça. C'est pas du tout un film à suspense, hein. C'est pas forcément. Alors, ça te tient évidemment de savoir ce qui s'est passé, mais c'est plus un film de dialogue. C'est vraiment un film de dialogue. Donc c'est pas vraiment, tu vois, un scénario à rebondissement et à tiroir, tu vois, pour savoir. Donc c'est vraiment, alors voilà, donc déjà c'est un film de dialogue et c'est extrêmement bien joué. C'est vraiment incroyablement bien joué. Swan Arlo qui fait l'avocat de l'héroïne, qui joue par Sandra Hüller, qui est une Allemande, et en fait il y a beaucoup de dialogues en anglais. C'est vraiment, ça mixe l'anglais et le français, et notamment un enfant. Donc l'acteur voilà, qui joue le fils des deux joue incroyablement bien, au point que ça en devient flippant. Je sais pas si ça te fait ça des fois. Il me fait un peu penser à Ali Joel Osment dans Sixième Sens. Ce genre de gamin, tu te dis qu'il joue mieux que des adultes qui ont des années de carrière, et tu fais mais comment fais-tu ? Tu es flippant en fait, gamin. Tu es d'un naturel déconcertant. T'as beaucoup trop vécu en fait pour le peu d'années que tu as. Quoi, c'est ça. C'est ça quoi, ouais. Tu es une vieille âme. Non, mais c'est assez violent. Mais il joue, mais
c'est d'une justesse absolue. Il y a une ambiance aussi qui est posée. Le film a beaucoup de défauts, hein. Je pense que c'est pas assez, pour moi, c'est pas assez bien filmé. Il est un poil trop long. Disons que la photo est pas folle non plus, voilà. Mais il y a une ambiance qui est posée. Elle arrive, voilà, à te mettre dans ce truc-là de semi-film indé, semi-film, tu vois, je sais pas, il y a un truc vraiment assez prenant et je le conseille à tout le monde. Je peux pas trop spoiler parce qu'il se passe beaucoup de choses. Ouais. Et il y en a qui vont détester le film, hein, je l'entends aussi, hein, c'est un film très pas clivant, mais en tout cas voilà, qui peut emmerder, hein, je pense. Mais moi j'ai trouvé très très bien et ça fait du bien ce genre de film, ouais, de temps en temps. Bah super, c'est sorti le 23 août du coup et tu nous le conseilles, c'est la Palme d'Or de cette année. Ouais. Donc à voir si cela vous intéresse. Moi je voulais vous parler, alors j'ai pas vu grand chose cette semaine pour être très honnête, mais j'ai vu juste un truc, c'est un documentaire sur des rugbymen. Qui est sorti du coup cette semaine sur France Télévisions. Donc ce qui est bien, c'est que c'est disponible gratuitement sur France.tv. Donc c'est facile à regarder. Ça s'appelle Première Danse avec un S, enfin au pluriel quoi. Et c'est consacré à Antoine Dupont et Anthony Gelon, qui sont deux des grands cadres du 15 de France. Et donc vu que c'est en plein dans la Coupe du Monde de rugby, évidemment c'est assez intéressant et c'est consacré en réalité à leurs premières armes au moment où ils faisaient partie du club de rugby de Auch et à leur montée en puissance jusqu'à ce qu'ils obtiennent des places en équipe de France Espoir et qui ensuite ils aillent au Stade Toulousain. Donc vraiment très intéressant parce que c'est bon, évidemment ça parle de rugby mais ça parle aussi d'une amitié et ça te montre aussi à quel point en fait c'est des gens qui sont super proches et qui ont des valeurs très spécifiques et j'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et très sensible en fait sur la façon dont des liens peuvent se créer notamment à travers le sport. Et j'ai trouvé ça très cool. Ça se regarde très facilement. Moi, ils ont passé ça juste après le match de la France la semaine dernière, donc je suis resté devant et j'ai regardé jusqu'à la fin. Donc c'est disponible gratos. Et si on n'est pas fan de rugby, c'est intéressant aussi, tu crois ? Ouais, je pense parce que c'est ce genre de truc, tu sais, moi j'aime bien les documentaires sportifs, même si j'y comprends pas toujours grand-chose aux règles de ce sport, parce que je trouve que ça dépasse souvent un petit peu le sport en lui-même, et ça parle aussi de l'humain. Et c'est un peu le cas, tu vois, je pense que le titre Première Danse fait un petit peu référence à The Last Dance, un tout petit peu, et en l'occurrence ça fait un petit peu parler ça fait un petit peu partie de ça. Alors évidemment c'est pas aussi, on va dire, explosif que peut l'être The Last Dance sur Netflix, parce que c'est des documentaires qui sont super bien huilés et qui sont faits pour vraiment avoir du suspense et tout. Là c'est vraiment un documentaire à la française, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'interviews, on parle aux parents, on parle aux rugbymen et tout, et donc c'est beaucoup moins dans le sensationnel, mais j'ai trouvé ça assez sympa, la façon dont ça avait été tourné, quoi. Ok. Donc moi je vous le recommande. Donc c'est disponible sur France.tv jusqu'à un moment à mon avis. Donc voilà, c'était ma reco de cette semaine, et puis la semaine prochaine je vous parlerai sans doute de The Creator, j'espère. Voilà pour la fin de cette émission du coup de Pop News épisode 20. C'était notre podcast anniversaire puisque nous sommes sur les ondes depuis un an. Merci évidemment à tous ceux qui sont qui nous accueillent en fait dans leurs oreilles toutes les semaines, tout simplement, sur les applications de podcast. N'oubliez pas les petites étoiles, les petits commentaires, ça fait super plaisir. Abonnez-vous à nos différents canaux, à savoir Twitter, Facebook, TikTok. Bientôt aux 1000, ça serait cool de les dépasser. YouTube, Dailymotion, Twitch, tous les lundis à 20h30, nous sommes en direct pour l'enregistrement en direct de Pop News, donc n'hésitez pas pour réagir sur le chat du stream, ça nous fera toujours très plaisir de vous y rencontrer. Et puis je crois que j'ai tout dit, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pop News, avec notamment un point sur la grève des scénaristes. Allez, à très bientôt tout le monde, salut à tous. Salut à tous.